j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. En tout cas, comme je dis, c'est vraiment la canicule et je trouve intéressant de voir un peu quelle énergie on a dans ces moments-là. Moi, je suis en train de regarder des vidéos de mon ami Pierre Lapoujade. C'est un ami marseillais qui est spécialiste de la microbiote, entre autres, mais il travaille sur tout l'aspect énergétique. Et puis, voilà, et je trouve extrêmement intéressant ces enseignements, comment on rester en énergie. Alors, je suis qu'au début, mais lui dit que l'énergie, il a toujours à disposition, simplement qu'il y a souvent un décalage entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Et là, maintenant, je sors de table, et il dit effectivement que quand on sort de table, ça prend beaucoup d'énergie pour digérer. Il disait à un moment donné, jusqu'à 60 à 80% des aliments que nous ingurgitons, son énergie est utilisée pour digérer. Donc si en même temps que je digère, j'ai envie de faire quelque chose qui demande de la concentration, de l'attention, je n'aurai pas forcément le niveau d'énergie disponible parce qu'il est utilisé au mauvais endroit. Donc il y a une sorte de delta, de différence entre ce que j'aimerais et la réalité. Et enfin, je trouve extrêmement intéressant ce que j'apprends parce que je trouve qu'effectivement, en tout cas, il nous apprend aussi beaucoup, pas seulement au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau de la nourriture, à vraiment être vigilant à ce que l'on fait, à la manière dont on mange. Et je vous donne juste encore ça, parce que ce n'est pas le but de ce live, mais je vous le donne encore, ça permet à tout le monde d'arriver. Un truc très simple quand on mange, il disait, essayez entre chaque bouchée, vous posez votre fourchette dans l'assiette. Et qu'une fois que vous avez fini de manger, vous reprenez votre fourchette. C'est extrêmement simple comme petit truc, mais je peux vous dire que déjà, ça vous permet de ralentir, parce qu'il disait effectivement, c'est la difficulté que nous avons à ressentir la satiété. Nous avons comme perdu le contact avec cette capacité à sentir la satiété. Voilà pour 2-3 petits trucs. Donc vous voyez, je m'enrichis pendant ces vacances de connaissances, de prise de conscience. Et ça fait aussi partie de notre richesse, ça fait partie de notre richesse et richesse intérieure, effectivement, que d'avoir ces connaissances, cette conscience-là pour faire des actions qui soient plus conscientes, plus avisées. Donc j'avais prévu effectivement ce Facebook Live hier. Je l'ai fait par erreur depuis la montagne à 2600 mètres sur ma page perso et en plus la connexion était mauvaise, ça coupait et comme j'avais promis ici pour répondre à des questions, donc j'ai dit je le ferai aujourd'hui et peut-être certains ont vu qu'il y a eu un post, enfin j'ai une série de posts qui arrivent parce qu'il y a eu une équipe là qui m'épaule en ce moment et qui m'ont préparé des posts pour à peu près 3 mois et voilà, donc en reprenant des différentes choses, des indications que je leur ai données et il y avait, je crois, avant-hier, je ne me trompe pas, ça s'appelle la grande peur. On parlait entre autres avec la relation à l'argent. Quelle est votre plus grande peur en lien avec l'argent? Et vraiment l'idée c'était de dire quand il y a des peurs, ce qui est important c'est d'oser regarder cette peur en face. Parce que quand on fuit, quand on veut faire comme si elle n'existait pas, en fait on ne fait que la renforcer. Ce que j'évite quelque part revient au grand galop vers moi, je ne fais que la renforcer. Alors que je regarde vraiment les choses en face, c'est là que je peux vraiment voir qu'est-ce qu'elle me dit, quelle est sa raison d'être et peut-être de voir si vraiment la place qu'elle prend a du sens ou pas, ou qu'elle pourrait prendre une autre place qui serait en tout cas peut-être moindre, en tout cas qui serait plus ajustée par rapport à la réalité, par rapport à ma réalité. Donc je trouve ça vraiment important parce que, encore une fois, ce qu'on rejette, ce qu'on ne veut pas voir, nous rattrape et surtout d'une manière qui n'est pas adéquate. Donc voilà, et ce qui sortait, alors souvent, comme dans les différentes réponses que j'avais, la peur principale que j'entends dans toutes mes interventions sur la relation à l'argent, c'est la peur de manquer. Valérie disait la peur de manquer, de ne pas réussir à payer tout ce que je dois payer. Véronique disait la peur d'en manquer au point de devenir sans abri, d'avoir faim. Christa disait ne plus pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Chantal disait aussi ma plus grande peur se situe au niveau du manque, peur de manquer au point de ne plus pouvoir me loger simplement mais confortablement, parlant de sobriété heureuse et de perdre dans la foulée un lien précieux, qu'est-ce qu'elle disait, je lis ça, de paix et de ressourcement pour moi. Voilà. Et puis donc peur du manque, encore disait Paulette également, peur de ne pas pouvoir m'acheter de nourriture et de mourir de faim. Disait Elena, il y a vraiment un fort lien chez moi entre l'argent et la nourriture. Et puis, trois autres partages qui étaient très différents, mais je trouve très intéressant de voir encore une fois la diversité, parce qu'on était un peu dans une même couleur. Et Margarita disait, peur que si j'ai de l'argent, je le payerai pour ma santé ou celle de mes proches.
on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tout se paye. Donc elle disait, je préfère rester dans la moyenne basse afin de ne pas risquer un malheur, malheur entre guillemets, comme si avoir de l'argent, c'est donner son âme au diable. Donc c'est un peu intéressant de voir ces croyances-là. Stéphanie disait, peur qu'il me pervertit. Hein, quelques petits points, et oui. Et Mélanie disait, merci à Stéphanie, c'est exactement ce que je ressens, je ne vais pas mettre le doigt dessus. Peur que l'argent me pervertisse. Alors, je vais commencer par ces derniers commentaires, peur que l'argent me pervertisse. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ces deux commentaires pour Mélanie et Stéphanie, c'est de voir d'où vient cette idée que l'argent peut nous pervertir. J'ai pas d'argent sous la main, là, juste là, j'ai pas mon porte-monnaie sous la main, mais l'argent, ce sont des bouts de papier et un chiffre, des chiffres dans un ordinateur. Donc c'est fascinant de voir que l'argent, c'est quelque chose qui est neutre, qui est immobile, j'ai envie de dire, ce sont des bouts de papier. Des bouts de papier, je peux faire des tas sur mon... D'ailleurs, des bouts de papier, j'ai plein de tas de bouts de papier sur mon bureau, mais ce n'est pas de l'argent, c'est des documents que j'ai à classer, à résoudre. Mais au-delà de ça, c'est aussi des bouts de papier, comme l'argent, liquide, cash, comme on dit, mais autrement des chiffres dans l'ordinateur. Donc comment est-ce que des bouts de papier ou des chiffres dans l'ordinateur peuvent me pervertir? C'est-à-dire, autrement dit, qu'est-ce qui fait que je laisserais le pouvoir à ce truc-là, à des bouts de papier, des chiffres sur l'ordinateur, de me pervertir? Donc vous voyez, c'est intéressant parce que ça part vraiment de nous. L'argent, encore une fois, que ce soit des chiffres sur l'ordinateur ou des bouts de papier, si je laisse une liasse de billets sur ma petite table ici de mon bureau, et que tant que je n'en fais rien, ça ne va attaquer personne, il ne va rien se passer, c'est neutre, ça ne bouge pas tout seul. Donc, ces bouts de papier n'ont aucun pouvoir sur moi, sauf le pouvoir que je viens leur donner. Donc, simplement pour dire que si Mélanie et Stéphanie disent ça, certainement qu'il y a dû avoir peut-être des messages dans leur famille, il y a peut-être pu avoir peut-être des exemples dans leur généalogie de personnes pour qui l'argent leur est monté à la tête et ont commencé peut-être à faire un peu n'importe quoi, je mets des guillemets sur n'importe quoi, je ne suis pas là pour poser des jugements de valeur sur qui que ce soit d'ailleurs, mais simplement et certainement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ou des croyances qui étaient dites dans la famille qui fait qu'avoir de l'argent, c'est pas bien parce qu'on se comporte mal. Donc là, si c'est le cas, ça mériterait vraiment d'aller travailler sur la déloyauté à ces croyances-là, ou la déloyauté à ces comportements, si certains se sont mal comportés vis-à-vis de l'argent, pour pouvoir laisser aux autres leurs croyances et leurs comportements et ne pas être affecté, ne pas être touché, ne pas être imprégné, impacté par cela. Voilà, pour vraiment redevenir plus neutre avec ça. Margarita aussi, c'était clairement que elle disait le payer pour sa santé, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est aussi une expression, c'est vrai qu'on l'entend souvent. Et pourquoi ne pourrait-on pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Autrement dit, pourquoi ne pourrait pas-on avoir de l'argent en abondance et être heureux, et être en bonne santé, et être bien dans ses baskets? Donc c'est important d'aller, comment est-ce qu'on pourrait aller mettre du « et » là, nous avons tendance à mettre du « ou » parce que certains ont, encore une fois, des croyances, des trucs comme ça, ont voulu commencer à partager des choses que c'est comme ci, comme ça, comme une vérité. Ce n'est pas la vérité. Il n'y a personne qui nous interdit, personne qui nous empêche d'être beau et intelligent, d'être riche et heureux, ou d'être riche et généreux, hein, d'être d'ailleurs pauvre et cultivé, etc. Donc on peut mettre des « et » partout, partout, partout. Il n'y a personne qui nous empêche ça, sauf encore une fois les limites qu'on se donne soi-même, les croyances qui font qu'on a entendu, emmagasiné, qu'on croit ce genre de choses-là, mais qui au fond n'ont pas de bon sens, comme disent mes amis québécois, je crois. Ça n'a pas de bon sens, ils disent. Voilà, donc pour prendre cette expression-là. Alors voilà, peut-être pour ces premières, mais si je reviens sur ces notions de peur de manquer, de ne pas réussir à payer tout ce que je dois payer. Alors bien sûr, Valérie disait ça, bien sûr c'est dérangeant, c'est gênant, on ne peut pas payer tout ce qu'on doit payer. Et puis ça peut arriver à tout le monde, et j'ai envie de dire, ça arrive à beaucoup de personnes de ne pas réussir à payer ce qu'ils doivent payer. Et je veux dire, heureusement, ce n'est pas la fin du monde, parce que parfois on arrive à trouver des arrangements, même bien souvent. Peter Koenig, celui qui m'enseignait le fruit de ses recherches sur la relation à l'argent, disait « In fine, le plus important derrière toutes ces histoires d'argent, c'est encore et toujours la qualité des relations qu'on va tisser avec les personnes avec qui on traite. Plus la qualité de relation est élevée, plus c'est facile, autrement dit, plus on trouvera facilement des arrangements qui fait qu'on va trouver des solutions dans toutes sortes de situations difficiles, y compris qu'on n'arrive à pas payer.
Je me souviens juste cette anecdote, je vous raconte, dans le bureau où j'étais ici à l'époque, je recevais encore des clients individuels, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a un gars qui vient me voir et entre autres, comme problématique qu'il avait, c'est qu'il avait pas mal de dettes qu'il avait accumulées. Je lui dis, est-ce que tu veux rembourser ces dettes-là? Il me dit, oui, j'y compte bien. Alors, est-ce que tu te manifestes auprès des personnes ou tu te terres, tu te caches dans ton coin avec ceux avec qui tu as des dettes? Il dit, ben, je me cache. Allez, on va renverser la tendance. Parce que tu vas maintenant, il portait ça honteusement, je dis, tu vas devoir maintenant assumer ça et être responsable de tes dettes. Tu vas contacter tous ceux à qui tu dois de l'argent et leur parler de ta situation, leur dire tu comptes bien rendre cet argent-là et de voir peut-être les arrangements qu'il y a moyen de trouver. Je peux vous dire que c'est un gars qui est immense, il était tout petit sur sa chaise, tellement ça le stressait de faire ça. Et il l'a fait, quand je l'ai revu peu de temps après, j'ai dit comment ça s'est passé. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles en disant tout le monde m'a dit merci. Parce que ce n'est pas habituel, voyez, qu'on prenne les devants et qu'on vienne parler de sa situation. Et quand on prend les devants, qu'on vient parler de sa situation pour dire quelle est ma réalité du moment et je compte bien vous rendre de l'argent, les gens sont beaucoup plus facilement compréhensifs que si je fais comme si mes dettes n'existaient pas et que j'essaye de jouer à celui qui se cache et qui n'existe plus. Là, il n'y a pas beaucoup de compréhension de la part des autres personnes et je comprends bien. Et moi, le premier, j'ai beaucoup moins eu d'avoir de la compréhension avec des gens qui se cachent, qui font comme si ça n'existait pas, plutôt que des gens qui anticipent, qui annoncent la couleur et qui annoncent, qui vraiment prennent responsabilité de leurs dettes. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde dans des situations compliquées. Et vraiment, donc, encore une fois, si je n'arrive pas à payer tout ce que je dois, que j'ai au moins que je tisse des relations de qualité, y compris des assurances, y compris avec des services étatiques et autres, en donnant des nouvelles, en informant, en proposant des arrangements, en étant proactif, mais avec des privés encore plus. Voilà, donc peur de manquer au point de devenir sans abri et d'avoir faim, disait Véronique. Alors moi, quand j'ai les peurs, moi j'aime bien travailler avec, parce qu'en fait le problème de la peur, c'est quand la peur nous habite et qu'elle prend toute la place à l'intérieur. Autrement dit, la peur devient mon moteur, comme j'aime à le dire. Donc mes actes vont partir à partir de cet endroit de peur, je vais chercher la sécurité à tout prix, parce que j'ai peur de me retrouver sans abri, d'avoir faim, pour prendre cet exemple-là. Et finalement, je risque d'avoir une vie qui est un peu étriquée, parce que je ne veux pas prendre de risques, je voudrais absolument avoir des réserves pour pas que ça arrive. Et donc, pour ne pas que la peur nous habite trop, moi j'aime bien la mettre à l'extérieur. Je vais prendre une chaise, là j'ai des chaises à côté de moi, je prends une chaise à la limite je peux écrire la peur, ou simplement qui va représenter la peur, et je dialogue avec. Et je dialogue avec, et je vais lui poser des questions. Ce que je fais souvent, c'est que des fois je change même de chaise pour vraiment avoir ce dialogue-là. Alors ça peut paraître bizarre, vu de l'extérieur, mais je peux vous dire, pour l'avoir fait je ne sais pas combien de fois, les mots ils viennent tout seuls. Que je passe d'une chaise à l'autre, les mots ils viennent tout seuls. Et que je vais dialoguer, je dis ah bon, par exemple, si je prends cet exemple, peur de manquer au point de devenir sans abri et d'avoir faim. Et puis, la question à cette peur-là, en disant mais est-ce que quand tous ceux qui manquent d'argent se retrouvent dans la rue sans abri et voilà la chaise, est-ce que tous ceux que tu connais qui manquent d'argent se retrouvent sans abri dans la rue? Et puis en général, je me pose sur la chaise, la peur va te dire, ah ben non, mais ça peut quand même arriver. Je dis d'accord, j'entends bien que ça peut arriver, mais je me pose la question, est-ce que tu connais des personnes, parce qu'ils ont manqué d'argent, qui sont dans la rue sans abri? Et à un moment donné, où on va challenger quelque part cette peur, on va la défier, on va petit à petit se rendre compte que si on manque d'argent, eh ben, il y a toutes les chances qu'avant de se retrouver dans la rue, il y aura toutes sortes de soutiens possibles. Repenser à la qualité des relations. Est-ce que vous pensez que j'ai des relations de qualité, des amis, de la famille, quel que soit, et que je passe un moment difficile, que les gens vont me dire « va te faire voir et va dans la rue mendier ». Vous connaissez beaucoup d'amis qui vous diraient ça? Moi, je ne connais aucun, ou ça ne s'appelle pas des amis. Donc, simplement pour dire que, encore une fois, si tout à coup, pour une raison ou une autre, ça serait compliqué à un moment donné, un autre, jusqu'à que je me retrouve éventuellement sans abri, parce que dans les pays occidentaux dans lesquels nous habitons, la plupart du temps, il y a encore, et heureusement, il y a des endroits où on peut trouver des refuges, en tout cas momentanément. Mais il y aura des solutions qui se présentent. Et il n'y a pas très longtemps, vous savez ce que je disais, je partageais, entre autres dans le webinaire que je fais avec Martin Latulippe, mais pas seulement, je disais, le pire n'est pas de ne pas avoir d'argent. Le pire, c'est de ne pas avoir d'idées. Parce que quand on n'a pas d'idées, on se sent impuissant, et là on pense effectivement qu'on va peut-être finir sans abri et avoir faim.
Mais dès qu'on a des idées, quand on a un problème qui soit pécunier avec l'argent ou pas, tant qu'il y a un problème, je suis sans solution, quelque part je me sens impuissant. Mais dès le moment qu'il y a un problème, j'ai des solutions, prendre contact avec ci, faire ça, faire cette démarche-là, quelque part, et les solutions, elles arrivent facilement et les problèmes peuvent se résoudre bien plus facilement qu'on ne l'imagine. Donc, ne pas avoir d'idées est bien pire que de ne pas avoir d'argent. Et justement, les idées, on les aura d'autant plus facilement qu'une fois qu'on a vraiment un réseau de qualité. Donc, dialoguer avec cette peur jusqu'à un moment donné, elle va se dégonfler comme un ballon de baudruche. Et à ce moment-là, on va se rendre compte que, au fond, c'est juste mon mental qui est en train de générer ces peurs avec les pensées qu'il y a, les pensées de oulala, il n'y a plus beaucoup d'argent, oulala, il y a ci, oulala, il y a ça, oulala, il y a ce paiement, je reçois une facture, j'ai l'estomac qui est noué et tordu. Vous voyez, si on laisse les pensées prendre le dessus, effectivement, ça va générer des émotions. C'est inconscient la plupart du temps. Et ces émotions vont réveiller les peurs, effectivement, l'émotion de la peur en général. Ce qui fait que d'un coup, il y a tout le corps qui va se crisper et ça aura une influence également cellulairement sur nos cellules, sur notre santé également. Donc, vraiment, mettre la peur de côté et dialoguer avec. Quand Christa disait ne plus pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, alors c'est bien sûr que je comprends bien que tout parent rêve de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Et voilà, et j'ai envie de dire, c'est pas le fait de subvenir aux besoins de ses enfants, c'est pas ça qui fait qu'on a un bon ou un mauvais parent. Pour moi, c'est extrêmement clair et évident. Parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants et même avec les enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent en termes de confort matériel et qui ne sont pas de bons parents, je mets des guillemets sur le bon, parce qu'ils vont les délaisser complètement, ils ne leur donnent aucune attention, ils vont être violents, ou il y aura des abus, comme je vois tellement d'abus qu'il y a eu d'abus sexuels, y compris que les enfants, même qu'on subvenait aux besoins matériels des enfants. Alors que je pourrais très bien là aussi, momentanément, ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Et effectivement, il y aura plein de solutions qui vont se présenter et qui fait que mon enfant ne manquera de rien parce qu'au fond, ce qui compte le plus, c'est que mon enfant ne manque de rien ou est-ce que ça vienne de moi? Si je veux absolument que ça vienne de moi, c'est une question d'ego. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est de le voir. Mais ce qui compte le plus, c'est que mon enfant soit bien dans ses baskets et ne manque de rien, même si j'ai pas d'argent. Je peux lui donner de l'amour inconditionnel, je peux l'accueillir pleinement pour ce qu'il vit. Et ça aura une valeur infinie. On n'arrive pas à donner de valeur argent au fait de pouvoir aimer son enfant inconditionnellement, d'être là, présent à l'écoute pour lui chaque fois que c'est possible. Voilà, simplement pour dire que même si je ne peux plus subvenir aux besoins de mes enfants, là aussi, il y aura, si j'ai une qualité de réseau, eh ben, je trouverai des arrangements qui soient organisés, étatiques, à travers les amis, à travers la famille, momentanément, le temps nécessaire pour que je retrouve une meilleure situation financière. Donc, encore une fois, comment est-ce que je peux prendre ce pas de côté, non pas juste faire comme si la peur n'existait plus, la voir en face, dialoguer avec et peut-être aller rassurer et d'aller voir surtout si cette peur, est-ce qu'elle m'appartient vraiment ou c'est une peur que j'ai récoltée de quelqu'un d'autre, d'un membre de la famille qui a cette peur-là. Et vous savez, on voit très bien dans les constellations systémiques familiales, vous animez avec mon épouse, à quel point ces peurs, elles viennent, nous prenons les peurs des autres, nous prenons les colères des autres qui ne nous appartiennent pas et nous sommes comme habités de choses qui ne nous appartiennent pas, auxquelles nous invitons à redonner avec beaucoup de bienveillance et respect à qui ça appartient, parce que ça ne sert à rien que nous soyons plusieurs à porter la même peur. S'il y a une personne qui a peur, elle en a le droit, mais il n'y a pas de raison de le porter, ça ne va pas la soulager en plus de ça. Donc c'est bien possible que toutes ces choses-là que vous avez mentionnées, pour une partie en tout cas, ça ne vous appartient pas. Donc comment est-ce qu'on peut rendre ça à ceux à qui ça appartient? Voilà, j'ai parlé beaucoup de temps, j'ai envie de voir s'il y a quelques commentaires pour ça. Alors je vais mettre mes lunettes, j'ai pris mon ordinateur à côté. Voilà, mon mari s'est retrouvé dans la rue, jeune, et a peur de cela car il a déjà vécu cela. Peut-être travailler ce souvenir pour le lâcher. Oui, bien sûr que Héloïse, merci beaucoup pour ce que tu partages, parce qu'effectivement, c'est important de se rappeler. Il y a deux choses. La première, c'est de se rappeler, le plus important, c'est pas l'événement qui s'est passé, c'est comment je suis aujourd'hui face à l'événement. Si aujourd'hui, toi, Marie-Héloïse, il est encore traumatisé par cette histoire-là, et c'est comme s'il rejetait ce souvenir, qu'il ne veut pas en parler parce que c'est tellement douloureux, c'est sûr que la peur, elle existe toujours. Et peut-être que ça serait intéressant de voir
voir se dire, tiens, mais finalement, si une situation comme ça, ou plus ou moins identique, c'est jamais identique, mais venait à se représenter, quelles seraient les autres solutions que je pourrais mettre en place avant d'en arriver là? Comment je pourrais revoir la situation autrement qui fait que je n'aurais pas en arrivé là aujourd'hui? Je vous ai parlé plusieurs fois de cette qualité de réseau, la qualité des relations qu'on a avec les uns et les autres. C'est ce que j'appelle les communautés vivantes. Et ces communautés vivantes, donc des personnes qu'on apprécie, qu'on s'apprécie beaucoup, voilà, vraiment, qu'il y a vraiment quelque chose, une qualité de lien et de connexion entre nous, ça s'appelle famille, amis, groupe de ci, groupe de ça, de l'association Intel et tout ça, donc on peut y avoir plein. Et c'est vrai que ces communautés vivantes, elles ne tombent pas du ciel, elles se nourrissent, elles s'entretiennent. Voilà, aujourd'hui j'ai une amie qui se faisait opérer, je prends de ses nouvelles et tout, déjà hier. Ça fait partie de ma manière d'entretenir ces relations, d'être là avec elle au moment où c'est plus compliqué pour elle aussi. Et je sais que si à un moment donné c'est compliqué pour moi, je suis convaincu qu'elle sera là aussi, même si j'attends rien d'elle aussi. Donc ça s'entretient, ça se nourrit ces qualités de relation-là. Et ça c'est vraiment important de s'en souvenir. Et parce que dans une communauté vivante, on se connaît et où on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. Ça, c'est le principe des communautés vivantes où on s'aime, on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. Chacun amènera du soutien en fonction de ce qu'il peut, en fonction de ses moyens, que ce soit financiers, ses moyens temps. Mais on peut même amener du soutien, même en envoyant de l'énergie d'amour, de l'énergie positive. Il y a tellement de manières différentes de faire ces choses-là. Et c'est important de se souvenir de ça. Nous sommes une société qui a été tellement déconnectée les uns avec les autres, qui ont créé des séparations entre les uns et les autres, que ça crée beaucoup d'angoisse et ce n'est pas nécessaire. Voilà, voilà, super, Héloïse, tu as une communauté vivante, donc je me réjouis de l'entendre. Alors, je vais voir les autres commentaires qu'il y aurait peut-être, s'il y en a qui... alors, je crois que c'est le plus facile de regarder ça sur mon téléphone, en fait. Alors, j'ai beaucoup de bonjours, alors je vous renvoie les bonjours à tous. Alors, même mon ami Patrick qui est là, qui est en vacances, j'espère que ça se passe bien tes vacances, Patrick. Pascal est là, Pascal, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, quelqu'un qui aimerait rebondir? Eliane est là aussi, bonjour Eliane. J'ai de la peine à lire, je vois qu'il y a Claude aussi qui m'écrit, c'est le moment de faire une pause, me dit-elle. Alors, en tout cas, il fait très chaud. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a pas spécialement de commentaires, donc si quelqu'un, voilà, merveilleux live, merci dit Valérie, pour ce partage extrêmement pratique à mettre en place dès que besoin. Oui, Valérie, c'est vrai, et vraiment, je vous invite vraiment à tenter, parce que c'est difficile, je le dis, à tenter d'être le plus vigilant possible avec nos pensées. Parce qu'encore une fois, les peurs, 98-99% du temps, c'est projectif. C'est projectif, autrement dit, Sophie, bonjour Sophie, c'est projectif, autrement dit, c'est l'histoire qu'on se raconte dans sa tête qui crée la peur. Peur de ne pas avoir assez d'argent à la retraite, peur qu'un jour je ne pourrai pas subvenir aux besoins de mes enfants, peur que je ne pourrai peut-être pas ci ou pas ça. Donc on se raconte un film, une histoire, et c'est prouvé qu'entre 85 et 98-19% des peurs n'arrivent jamais, ça ne se passe jamais. Donc ce sont des histoires qu'on se raconte. Donc c'est important d'être vigilant, et dès que je me vois me raconter une histoire où tout ça, tout à coup, c'est stop. Je donne un exemple, ce matin, tout à coup, je suis parti amener du matériel au compost et j'étais en colère à ce moment-là. J'étais agacé, en colère, et tout à coup, je me suis vu, en passant à côté d'un terrain, tout à coup, me raconter une histoire qui pourrait se passer avec le gars du terrain, mais une histoire invraisemblable, où j'imaginais un acheteur potentiel engueuler le propriétaire que je connais, etc., du terrain. Mais tout à coup, et moi je me suis aperçu en train de raconter une histoire et la colère montée. Mais vous voyez, à un moment donné, c'est impressionnant de voir que parce que je suis moi dans un état intérieur qui n'est pas porteur, qui n'est pas bon, tout à coup mes pensées mon état énergétique me font me raconter une histoire négative sur un truc qui ne va jamais arriver, ça je peux vous garantir. Et en même temps, et au moment où je vois ça, c'est stop. Et vous voyez, parce que j'étais encore en train d'entretenir ma propre colère, mon propre mal-être à ce moment-là, en inventant une histoire sans même me rendre compte à mon insu. Donc c'est stop, et là je passe à quelque chose de positif, je redirige mon attention, mes pensées sur quelque chose de positif, et automatiquement ça change.
Hier, dans le live que j'ai fait en altitude, j'expliquais qu'à un moment donné, c'était vraiment un peu compliqué quand je marchais. Et ce que j'ai fait à un moment donné, sur ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque pas, je disais un mot. En général, c'était joie à gauche, amour à droite. Chaque pas, je disais joie, amour. Et on pensait, hein, mais à haute voix dans ma tête, si je peux dire comme ça. Après, j'ai rajouté d'autres mots, gratitude, servir, contribuer, abondance. Enfin, j'ai rajouté des mots, mais vous voyez, je dirigeais volontairement mes pensées, pour ne pas que ce soit les pensées qui me dirigent, volontairement mes pensées vers des choses positives. Et ce qui était fou, c'est que très vite, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça ou pas, j'en sais rien, mais je m'en fiche. Très vite, en tout cas, ce coup de mou difficile s'est transformé, c'est devenu facile. J'ai la fin du col, vraiment, je l'ai monté avec beaucoup de facilité. Donc, vous voyez, c'est vraiment une manière très concrète qu'on peut diriger ses pensées quand c'est un peu plus compliqué, quand des fois on peut broyer du noir, des choses comme ça, plutôt que laisser cette sorte de mécanisme automatique se mettre en place à notre insu. Voilà, je regarde juste ici encore un autre commentaire. Ah ben, il y a Valérie qui est là, mon amie Valérie, avec qui m'organise une conférence et un atelier à Besançon. Je me réjouis beaucoup. Ça va être des super moments. Alors, Isabelle dit effectivement, nos craintes sont souvent liées à des peurs et aller chercher en profondeur d'où elles viennent est vraiment libérateur. Mettre en lumière nos peurs est essentiel pour avancer et conscientiser. Oui, effectivement, Isabelle. Mélanie, ben voilà Mélanie dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Comment je rends cette peur? Finalement, je pense l'avoir complètement intégrée et je ne sais pas de qui ou d'où elle vient. Je ne me rendais même pas compte que j'ai cette peur-là jusque-là, dit Mélanie. Donc Mélanie, c'était cette peur effectivement que je pourrais me faire pervertir par l'argent. Alors Mélanie, alors déjà, ben, effectivement, ce que tu peux faire, c'est essayer de voir est-ce que dans ta famille, est-ce qu'il y avait des croyances comme ça qui étaient dites éventuellement, ou est-ce qu'il y a des gens qui se seraient mal comportés peut-être parce qu'ils avaient de l'argent, en tout cas mal comportés selon votre manière de voir les choses. Mais ça peut être, il suffit d'avoir vécu une fois même comme enfant un souvenir où on a vu quelqu'un qui s'est mal comporté avec de l'argent et ça peut suffire parfois. Alors, c'est sûr que si je dois rendre cette peur, je dois savoir à qui je la rends autrement, mais je veux dire, et en même temps, je dois savoir à qui je la rends. On pourrait très bien imaginer la rendre comme il y a le soldat inconnu, je veux dire, on la rend à la personne inconnue. Hein, ça pourrait être effectivement de... Alors là, il y a plusieurs manières de faire, Mélanie. Vraiment, ou bien tu vas trouver toi-même un rituel, tu laisses ton intuition te conduire vers un rituel et de regarder effectivement qu'est-ce que tu préfères. Ça peut être de l'écrire, quelque chose, d'écrire tout ce qui te vient en lien avec l'histoire de l'argent perverti, de brûler par exemple. Mais ça peut être vraiment, moi ce que je prends souvent, ce qu'on fait en constellation, c'est qu'on prend des choses lourdes, une pile de livres ou je ne sais quoi, et pour vraiment représenter ce qu'on porte, hein, et vraiment on va nommer, ceci représente ma croyance que l'argent pervertit les êtres humains, et on va le poser quelque part. Alors quand c'est quelqu'un en face, c'est quelqu'un qui représente la personne, mais si c'est quelqu'un d'inconnu, tu peux me prendre une chaise, voilà. Et ceci représente cette peur-là, elle ne m'appartient pas et je la rends à qui de droit. Le qui de droit, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance, mais je me libère en rendant ça. Donc si cette peur grosse, faites que ce soit quelque chose de bien lourd pour vraiment que vous sentiez vraiment que ce que vous portez et que ce que vous rendez est quelque chose qui a vraiment de la consistance. Donc on pourrait très bien rendre à quelqu'un à qui de droit sans forcément avoir besoin de savoir à qui c'est. Voilà, mais simplement, il y a certainement d'autres pratiques qui peuvent être faites. Je vous invite vraiment à être dans l'écoute. De ce qui vous semble juste. Voilà, Elena nous a rejoint. Elena, ben voilà, j'ai parlé de ton exemple tout à l'heure, donc tu pourras écouter si jamais, si tu viens d'arriver, tu pourras écouter tout ça en différé. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, me semble-t-il. Je vais regarder, si c'est le cas, ben voilà, on a déjà fait la demi-heure, donc c'est à peu près le temps que je me donne maximum. Donc voilà, je ne vois rien d'autre, me semble-t-il. Je vais jusqu'au bout quand même. Là, j'espère que je ne vous fais pas peur que je m'approche trop de mon écran. Alors, coucou Martine, voilà, qui vient d'arriver. J'aimerais faire une constellation familiale avec vous un jour. Mais écoute, avec grand plaisir, Héloïse. Je ne sais pas où tu habites, nous faisons ça en Suisse. Mais enfin, nous avons des personnes qui sont venues de Paris, qui sont venues de Lyon pour une journée de constellation familiale. Une personne qui est même venue d'Angleterre, qui va un aller-retour d'Angleterre pour faire une journée avec nous. Donc voilà, les gens des fois se déplacent de loin. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des constellations systémiques familiales. Ce que je tiens juste à dire, c'est que comme il n'y a absolument rien qui est protégé, n'importe qui peut se nommer constellateur familial. Il n'y a absolument aucune protection là derrière. Ce qui fait que comme c'est un processus puissant, je trouve, tout processus puissant mérite d'être de bonnes mains.
Donc moi, je ne peux pas recommander des personnes que je n'ai pas vues à l'œuvre. Non pas qu'il y a sûrement plein de bonnes personnes qui font ça, mais je ne les ai pas vues à l'œuvre parce que, en même temps, je trouve effectivement que c'est important d'être en confiance avec la personne avec qui on fait ça. Parce que ça demande effectivement de l'humilité, ça demande de l'ouverture pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, alors, merci Valérie, j'aime la joie que tu insuffles dans tes directs, ça me touche beaucoup. Et voilà. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une belle suite belle suite de vacances ou de journées, un beau week-end surtout. Et puis, je crois que les températures vont un petit peu tomber en tout cas. Moi, ça ne me dérange pas parce que ce chaud en montagne, ça va. Mais là, à la maison, je dois dire qu'il fait vraiment très chaud. Mais c'est comme ça, de comment on peut faire avec et ne pas perdre notre joie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, jeudi prochain pour le live de 13h et peut-être avant s'il y a autre chose qui me vient. Allez, ciao!